Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône en direct les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion les jeudis à 12h. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles de la prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous avons consacré notre dernière émission aux réacteurs nucléaires EPR, dits de 3e génération, qui sont censés remplacer un jour en France les réacteurs dits de 2e génération, et ce pour une durée estimée par l'industrie nucléaire de 60 ans. Ces réacteurs plus puissants, 1650 MW contre 900 et 1300 MW pour les réacteurs français actuellement en service, seraient aussi plus sûrs. Nous avons vu dans notre dernière émission qu'il n'en était rien et qu'au contraire, ils pouvaient présenter des dangers supplémentaires par rapport aux réacteurs actuels. Alors, 4 réacteurs EPR sont en cours de construction dans le monde, un en France à Flamanville, un en Finlande et 2 en Chine, et accumulent les problèmes techniques, les retards et les surcoûts. Tout récemment, un nouveau problème sur l'acier des cuves de ces réacteurs a été dévoilé par l'autorité de sûreté nucléaire française. Alors, bien qu'aucun EPR ne soit en exploitation dans le monde à ce jour, la France, par le biais de l'entreprise Areva, tente de vendre ce type de réacteur à l'étranger et a conclu en particulier un accord avec l'Inde en 2010 pour la construction de 2 réacteurs EPR et peut-être à l'avenir même 6 sur le site de Jaitapur sur la côte ouest de l'Inde. Le Premier ministre indien, M. Modi, était en France la semaine dernière pour finaliser l'achat d'avions Rafale, mais aussi pour relancer ces accords concernant ces fameux réacteurs. Alors avec nous aujourd'hui pour parler de la situation en Inde par rapport au nucléaire et plus particulièrement de l'implantation de ces réacteurs sur le site de Jaitapur, la co-réalisatrice d'un documentaire tout à fait éclairant intitulé Areva. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et on va peut-être commencer simplement. Tu veux nous préciser comment on orthographie le mot Areva, qui est le titre du documentaire? Oui. Est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. En fait, ça s'écrit Aré et plus loin va, V-A-H. Donc c'est la différence avec le nom de l'entreprise. Le H, et en fait, c'est une phrase, plutôt une expression couramment utilisée en Inde, donc une expression hindi qui se dit Areva et qui veut exprimer un étonnement. Alors ça peut être un étonnement négatif comme positif. Nous, on dirait par exemple oh la vache, ou voilà, et on trouvait que ça allait assez bien comme titre pour notre documentaire sur la construction de ces EPR à Jaitapur. Oui, oh la vache. Bon, voilà. On va peut-être commencer en fait par ce qui se passe en Inde par rapport au programme nucléaire et les projets qui sont faits là pour les années à venir, disons les 40 années à venir. En termes d'augmentation de la part du nucléaire, on peut déjà peut-être commencer par là pour donner un ordre d'idée dans ce qui paraît assez démesuré, en fait, un peu irréel. Oui. En fait, l'Inde, il faut savoir qu'elle a construit son parc nucléaire présent aujourd'hui à peu près seule, parce qu'il y avait eu un embargo pendant 34 ans des autres pays nucléaires dans le monde, car l'Inde n'est pas signataire du traité de non-prolifération et elle a développé sa bombe nucléaire. Du coup, les États-Unis notamment avaient mené cet embargo contre le pays.
Et en fait, depuis 2008, il y a eu un accord de coopération sur le nucléaire civil signé avec les États-Unis, donc qui a relancé le commerce du nucléaire en Inde, et à l'international. Et du coup, l'Inde a décidé de se lancer dans une espèce de construction à grande échelle du nucléaire, en souhaitant construire 30 nouveaux réacteurs. Aujourd'hui, ils ont, avec leurs réacteurs existants, il y a moins de 5000 mégawatts, et ça représente à peu près 3% du mix énergétique de l'Inde. Et donc leur but, c'est de construire 30 nouveaux réacteurs pour atteindre environ 63 000 mégawatts, ce qui est énorme. Voilà. J'avais même les chiffres de 470 000 mégawatts en 2050. Ouais. C'est complètement faramineux. On vient de dire qu'un EPR, c'est 1650 mégawatts. Donc les 6 EPR là, sur le site dont on parle en Inde, ça ferait à peu près 10 000 mégawatts. Et donc pour atteindre 470 000 mégawatts, il faudrait... Comment est-ce qu'ils justifient ça, en fait? C'est bien toute la question, c'est qu'ils ne le justifient pas. Bon. Quand on leur demande, notamment tous les anciens, dans le documentaire, pour le documentaire, on a beaucoup rencontré d'anciens représentants du gouvernement, oui. qui étaient notamment dans le nucléaire au gouvernement, et ils comprennent pas du tout comment le gouvernement peut faire des plans comme ça, qui sont un peu des plans sur la comète, mais ils justifient pas, ils prennent pas du tout en compte la demande, ils analysent pas du tout la consommation actuelle en Inde. C'est un peu, on lance un grand projet pour dire qu'on lance un grand projet, mais après, de toute façon, ce sera impossible. 470 000 mégawatts d'ici 2050, c'est impossible à mettre en place. Donc, vu le temps en plus que mettre un EPR à être construit, oui. Et alors, en fait, il y a quand même toute cette histoire de dire que l'Inde, par rapport à la Chine, est un grand pays, et qu'il y a deux espèces de géants là en Asie qui sont en train de prendre leur essor. Donc, c'est un peu comme en France, on justifie le nucléaire en partie parce qu'on en aurait besoin pour le développement économique à venir, quoi. Ouais. Puis on se disait aussi que par rapport à la réalité de l'accès à l'électricité aujourd'hui en Inde, ça paraît complètement ahurissant là. Oui, parce que les infrastructures en Inde sont en très très mauvais état. Il suffit de se promener un peu à Delhi, il y a tous les fils qui pendent dans la rue, c'est hallucinant. Il y a énormément de coupures d'électricité, il y a des États où ils ont toute une organisation dans leur journée, alors pour les restaurateurs, etc., c'est très, très embêtant, pour les écoles aussi, mais ils ont carrément une organisation, par exemple, de 8h à 9h, il y a de l'électricité, puis ensuite il n'y en a plus pendant 3 heures, ensuite il y en a de nouveau pendant 2 heures. Donc ça paraît en effet aberrant de vouloir construire un site nucléaire de presque 10 000 mégawatts. En fait, c'est 2 EPR plus 4 plus tard, mais on peut parler déjà de sites de 10 000 mégawatts. Ça paraît aberrant parce qu'on se demande comment va être redistribuée cette électricité, alors qu'aujourd'hui, sur le réseau électrique indien, il y a à peu près 30% de pertes sur l'électricité acheminée. Donc un EPR, toute cette électricité produite, j'ai du mal à imaginer comment ils vont la redistribuer pour commencer. Et puis ensuite, ce serait, à mon avis, plus intelligent d'abord reconstruire toutes les infrastructures, reconstruire ce réseau électrique pour déjà avoir moins de pertes, plutôt que de construire un EPR. Mais ça, après, ça touche à pourquoi un EPR et qu'est-ce qu'il y a derrière la vente de cette centrale. C'est beaucoup plus large qu'un simple besoin en électricité que l'Inde a. Ça, il faut pas. C'est évident que l'Inde a besoin d'électricité, elle en manque, mais à quelle échelle et de quelle manière, c'est ça qui est intéressant.
à distinguer. Oui, en fait, il y a évidemment des images dans votre documentaire qui sont tout à fait intéressantes sur la façon dont on voit les câblages là dans les rues, etc. Bon, on se doute, enfin, il y a l'infrastructure et le réseau, il est inexistant, quoi. Ouais. Je vais juste faire un petit aparté pour la technique, c'est que j'ai un retour là, Bon, alors il paraît que c'est moi. C'est pas grave. Désolée. Alors, donc, on va parler du projet de Jetapour. Ouais. Donc, ça a été signé en 2010, hein, donc par la compagnie Areva. Et donc, pour à peu près 11 milliards d'euros. Donc pour 2 EPR, voire 6 plus tard, et pour la fourniture de combustible, ça c'est assez important, sur 20 ans, ouais. Et peut-être sur 60. Alors, est-ce que tu peux nous dire où c'est Jetapour, quel est l'environnement local, enfin, la population, un petit peu de géo? D'accord. Jetapour, c'est à 350 km au sud de Bombay, donc sur la côte ouest de l'Inde. C'est dans la région, dans le district de Ratnagiri, donc dans l'état du Maharashtra, qui est un des états les plus riches de l'Inde, donc c'est l'état où est Bombay également. Au sud, il y a Goa, donc avec toutes les plages qui attirent les touristes. Oui. C'est une très belle région, c'est très très vert, c'est très fertile. On appelle ça la Konkan Coast parce qu'en fait, le long de la côte, il y a des montagnes, les montagnes Konkan. Et plus précisément à Jetapour, le futur site de la centrale se trouve en fait sur une sorte de presqu'île où, alors sur le plateau de la presqu'île, c'est assez infertile. C'est un plateau où personne, il n'y a pas d'agriculture. Par contre, juste derrière, il y a énormément de plantations de mangue. C'est la mangue Alfonso qui est très réputée dans le monde entier. Il y a également des noix de cajou, des bananes. Et en face de cette presqu'île, il y a un village qui s'appelle Sakrinath, donc au nord de la presqu'île, qui est un peu en retrait dans les terres et qui, lui, vit essentiellement de la pêche. Et donc, pour aller pêcher dans l'océan, il remonte un espèce un espèce de canal. C'est pas vraiment un canal, mais c'est la mer qui rentre dans la terre. Et ensuite ils sortent et ils sont sur la mer d'Arabie. Et donc tout l'enjeu pour ces pêcheurs, c'est qu'ils pourront plus, comme autour d'une centrale, il y a un périmètre de sécurité, ils pourront plus passer près de la zone nucléaire sans se faire contrôler sans arrêt, etc. Et donc de toute façon, ils ont aussi peur que l'eau chaude rejetée par la centrale ait un impact sur les poissons. Et ils ont raison. Oui. Donc c'est de la pêche, c'est de l'horticulture. On parle d'une zone là d'environ 1000 hectares pour implanter les réacteurs. C'est ça, ce qui correspond à peu près à 5 villages. Oui, c'est à peu près ça, ouais. 950 hectares, je crois, quelque chose comme ça. Et ça correspond à combien de personnes, ça? Alors, au niveau des... dans le village de Sakrinath, il y a 3000 habitants à peu près. Non, un peu plus, 5000, je crois. Après, sur la presqu'île, c'est des petits villages assez peu peuplés parce que c'est des grandes propriétés c'est des grands espaces, des grands vergers de mangue. Il y a à peu près 5 villages qui vont être évacués. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que vont devenir ces gens. Enfin, ils ne sont pas du tout assurés d'avoir un travail après. Alors que c'est une... Enfin, on n'imagine pas comme ça parce qu'on peut se dire qu'un village de pêcheurs, ça... Enfin, nous, on pense à nos villages de pêcheurs en France. Là-bas, il y a encore énormément de poissons. Il n'y a pas de pêche. Enfin, c'est encore de la petite pêche, en fait. Donc, ils gagnent très très bien leur vie. Donc, ce village, il vit très bien. Ils exportent leurs poissons dans toute l'Inde, mais également à l'international. Donc, pour eux, ce sera une très très grosse perte économique.
Donc en fait, ça veut dire tout un territoire rayé, enfin voilà, un peu rayé de la carte, quoi. Et ces gens, ils ont été expropriés. Enfin, ça a déjà commencé, les expropriations. Hein. Oui, ça a déjà commencé. Il y en a certains qui ont accepté de vendre leurs terres, d'autres qui continuent à se battre alors que la vente, enfin le gouvernement indien a augmenté ses prix pour acheter la terre. Le problème, c'est que la menace est de plus en plus grande de se faire virer, enfin exproprier, sans achat de terre en retour. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour acquérir ces terres, le gouvernement indien avait, de toute façon, pour la centrale, commandité un rapport sur l'environnement. Donc ils ont payé. Enfin, c'est pas très neutre. Oui, on s'en doute. On s'en doute. Et en fait, dans le rapport environnemental, il est dit que la région est infertile, alors qu'en fait, c'est que le plateau qui est infertile. Et que donc ça pose pas du tout de souci d'exproprier tous ces gens qui de toute façon ne font pas grand chose par là, alors que ça c'est complètement faux. Enfin, nous on y a été, c'est très vert et c'est pas du tout infertile. Donc ça c'est voilà, c'est un de leurs arguments, je dirais. Pardon. Et donc ça a été en fait j'avais un article là sous les yeux qui est assez bien fait. Qui date du 1er septembre 2014, qui s'appelle les projets nucléaires d'Areva à Jaitapur en Inde, catastrophe à l'horizon. Bon. Et là, ils disent que en fait, donc, le gouvernement indien a acquis de force, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, 2300 hectares, alors, en utilisant une loi qui avait été mise en place sous l'Empire britannique. Ouais. On utilise encore en Inde des lois coloniales. Bah oui, notamment celle-ci, elle est très utilisée d'ailleurs pour plein de projets où ils arrivent à exproprier les gens avec cette loi. Ils appellent ça la loi d'intérêt public, en fait, qui déclare que par exemple là, pour Jaitapur, que c'est un projet d'intérêt public, de l'ordre de l'intérêt public, parce que ça va amener de l'électricité. Donc, les habitants ne peuvent absolument pas s'y opposer. Et en fait, en effet, c'est une loi qui date de l'Empire britannique et qui est très souvent utilisée, y compris pour des mines, pour des barrages. Ça peut être utilisé pour un hôpital. Enfin, alors après, la manière dont ils déterminent que tel projet ou tel projet rentre dans l'intérêt public, c'est très flou, évidemment. Donc, les populations, là, tous ces villages, enfin, les gens autour, donc depuis que l'accord a été signé, il y a quand même des luttes qui sont, je sais pas, on pourrait dire, un peu acharnées. Enfin, j'ai l'impression que ça rue dans les brancards. Oui. Oui, ça rue dans les brancards parce que c'est, voilà, encore une fois, eux, ils tiennent à leur terre et à leur mère. Après, en fait, ils ont organisé énormément de manifestations. Avant la venue de Nicolas Sarkozy et Anne Lauvergeon en 2010, ils s'étaient fait emprisonner de manière presque volontaire. Et ensuite, en avril 2011, il y a eu une énorme manifestation qui a été très fortement réprimée et il y a eu un mort. Donc, depuis cette manifestation-là, alors évidemment ça a fait énormément de bruit en Inde, tous les journaux en ont parlé, et depuis, l'homme qui est mort est un peu passé pour un martyr du nucléaire, et depuis cette manifestation, dans Sakrinat, donc le village de pêcheurs, les policiers n'ont plus le droit d'entrer. Donc c'est assez... Donc eux, ils continuent à faire des manifestations régulièrement. Ils ont fait aussi des marches. Ils ont marché jusqu'à la centrale de Tarapur, qui est la plus vieille centrale d'Inde, pour aller voir les gens là-bas et comprendre ce qu'on leur avait promis et qu'est-ce qu'ils ont eu en retour. Donc pas grand-chose. Mais voilà, ils continuent à faire des manifestations. Après, c'est difficile de mobiliser à l'échelle nationale 1,3 milliard d'habitants. Où en plus la population est majoritairement pour le nucléaire. Ça, je pense qu'on ne le sait pas assez, mais en fait en Inde, les gens suivent beaucoup leur gouvernement. On a un petit problème de liaison.
Je vais peut-être te demander, si tu veux bien raccrocher, on te rappelle tout de suite. Ok, d'accord. Merci. Vaya mi canción temprana, ponga un saludo sincero al valiente guerrillero de la tierra colombiana. Cantemos todos hermanos, cantemos todos sinceros a los bravos guerrilleros colombianos. Καρδιά μου και μεγάλη κι η καλύβα μου μικρή. Από σένα και από μένα άλλος δεν χωράει να βγει. Το δικό μου παυλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει βαλώμα. Το δικό μου παυλώμα. Oui, voilà. Oui. Voilà, bon, on t'a récupéré, c'est bien. Oui, on était en train de parler de la lutte des villageois, des gens qui vont être soit expropriés, soit empêchés, disons, de travailler à cause de l'implantation de réacteurs EPR en Inde sur le site de Jaitapur, ça qui a fait l'objet donc d'un accord entre la France et l'Inde par le biais de l'entreprise Areva. Et on était en train de parler de la façon dont les gens luttaient, avec en particulier un tué en 2011 lors d'une manifestation. Et je crois que c'était avec utilisation de balles réelles. Oui, ouais. Ils ont réprimé la manifestation avec des balles réelles. Donc depuis, la police n'a plus le droit d'entrer dans Sakrinat, le village de pêcheurs. Et les villageois continuent à manifester régulièrement. Voilà. Après, il n'y a pas de... ce que je disais, c'est que c'était difficile de mobiliser à l'échelle nationale toute l'Inde. Parce que les gens sont pour le nucléaire en majorité. En majorité, sauf quand ils sont concernés et qu'ils habitent juste à côté. Oui, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, oui. Oui, mais en général, oui, non, ils sont plutôt pour, parce que voilà, le gouvernement, lui, dit vous voyez bien, vous n'avez pas assez d'électricité, on a besoin d'électricité, regardez, c'est gigantesque, c'est des super beaux projets, et voilà, il n'y a pas forcément de questionnement autour de ça, quoi. Et puis c'est ce qu'on entend ici aussi, c'est propre, ça joue pas sur les gaz à effet de serre, enfin, etc., etc. Et oui, mais donc on voit très bien dans le documentaire une sorte de, enfin, moi j'ai trouvé que les gens étaient très en colère en fait. C'était ça qui ressortait, et il y a des graffitis partout avec Areva Go Back, enfin. Ouais, non nucléaire. Ouais. Ils sont très en colère, surtout que on les a pas, les consultations publiques n'ont pas eu lieu dans des conditions très claires en fait. Par exemple, il y a eu donc un rapport sur l'environnement fait sur place pour déterminer l'impact environnemental de la future centrale. Et le rapport devait être donné aux villageois. Et il a été donné seulement 10 jours avant la venue d'Areva et de Nicolas Sarkozy en Inde. Il a été donné surtout en anglais, alors que les villageois ne comprennent pas l'anglais et ne parlent même pas forcément hindi, ils parlent le Mahabharati, qui est la langue du Maharashtra. Donc évidemment, dans ces conditions-là,
ils se sentent pas, ils se sentent pas vraiment pris en considération. Ils se sentent leurrés complètement par la NPCIL, qui est la compagnie, c'est l'équivalent d'EDF en France en fait. C'est eux qui seront les opérateurs du futur parc nucléaire. Bon, l'histoire se répète, parce que on voit les mêmes pratiques quand même absolument partout. Je voulais... Bon, alors, il y a eu le Premier ministre indien, Monsieur Modi, est venu la semaine dernière en France pour signer des accords, donc pour acheter des avions Rafale. Et puis pour relancer un peu le projet EPR, là, qui stagnait un peu, parce qu'il y avait des histoires de négociations entre l'exploitant et Areva par rapport à des responsabilités financières. Enfin, je sais pas si tu es au courant de ça. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le projet est un peu bloqué. Bon, en effet, là, il y a eu la signature de 2 accords dans le cadre de la construction de ces 2 premiers EPR. En fait, c'est un contrat avec donc la fameuse compagnie NPCIL, la Nuclear Power Corporation of India Limited, donc pour des études de pré-ingénierie du site. Et le deuxième contrat, c'est avec le plus grand groupe indien d'ingénierie qui fabrique des équipements lourds. Donc en fait, c'est plus pour finaliser la spécification technique du projet et pour préparer la certification des futurs réacteurs, mais ça veut dire que c'est le début d'une saga. C'est pas du tout, pour l'instant, on est encore loin d'installer les 2 premiers réacteurs EPR. Après, la raison principale, et ça, on le dit dans le documentaire, du fait que, pourquoi ce projet aujourd'hui ne s'est pas encore fait et n'a pas vraiment commencé, c'est parce qu'en Inde, il y a une loi de responsabilité nucléaire qui a été votée en 2010. Parce que en fait évidemment ils ont connu l'accident de Bhopal et ils ont vu tout le drame de cet accident où ça n'a pas été la responsabilité de Dow Chemical n'a pas été du tout prouvée et ils n'ont rien eu à payer, ou quasiment pas. Et aujourd'hui, voilà, les gens se battent encore 30 ans après, 30 ans après, pour leurs droits. Donc, pour éviter de mécontenter trop de citoyens indiens, parce que Bhopal, ça a quand même fait beaucoup de bruit, ils ont décidé d'établir cette loi de responsabilité civile nucléaire qui n'existe pas dans le monde du nucléaire ailleurs. Par exemple, au Japon, quand il y a eu l'accident de Fukushima, c'est TEPCO qui a dû prendre tout en charge et pas du tout le fournisseur de réacteurs qui, lui, était américain à la base. Donc là, dans le cadre de Jaitapur, selon la loi indienne, s'il y a un accident, Areva devra payer. Et ça plaît pas du tout aux fournisseurs de nucléaire, comme on peut s'en douter. Donc pour l'instant, c'est un peu bloqué. Areva veut pas de cette loi. L'Inde va essayer de revenir dessus, mais en même temps, ils veulent pas trop parce que ça pourrait mécontenter les députés indiens. Donc c'est un peu en stand-by à cause de cette loi. Bon, en tout cas, c'est bien de penser qu'il y aura peut-être une catastrophe nucléaire à Jaitapur. C'est déjà admettre que le danger. Ah oui, on a oublié aussi de parler d'un danger là qui est. Après Fukushima, quand même, on pourrait faire attention. C'est que Jaitapur est à 10 km d'une faille, d'une faille sismique importante. Oui. C'est un peu compliqué ce sujet parce qu'en fait ça dépend des géologues, tout simplement. C'est-à-dire que les géologues qui ont fait le rapport pour le gouvernement, eux, nient complètement ils nient pas l'existence d'une faille, mais ils disent qu'elle est à 39 km du site de Jaitapur et que donc ça rentre dans les lois nucléaires, c'est possible de construire une centrale à cet endroit-là. Après, nous on a rencontré 2 géologues indépendants, un indien et un britannique, et tous les 2 disent c'est pas complètement sûr parce qu'en fait il y a tellement peu on trouve pas de données très anciennes sur les risques sismiques en Inde, donc pour eux c'est très dur d'étudier cette faille
Donc on n'est pas sûr à 100%, et à partir du moment où on n'est pas sûr, c'est assez aberrant de quand même décider que ce sera un site nucléaire. Donc pourquoi ce site, pourquoi le choix de ce site? En fait, c'est un site qui depuis longtemps, enfin le gouvernement indien avait décidé depuis longtemps de mettre des réacteurs dessus. À la base, c'était pas du tout prévu pour une centrale nucléaire de 10 000 MW, c'était prévu pour un réacteur de 900 MW, donc c'est quand même pas du tout la même chose. Parce que voilà, il est idéalement situé près de la mer, donc pour refroidir le réacteur, c'est parfait. C'est une presqu'île, il n'y a pas grand monde. Voilà, ils ont vu tout le potentiel. Après, la faille sismique, ils l'ont un peu mise de côté. Et ensuite, le grand truc d'Areva, c'est de dire que eux, ils sont pas du tout intervenus dans le choix du site. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement indien, et donc ils n'ont pas exprimé sur la faille sismique. Voilà. Bon, on est arrivé à la fin de la demi-heure. Je ne sais pas si tu veux conclure un peu sur voilà, enfin peut-être les enjeux plus peut-être géopolitiques, enfin dans ce qui se passe dans la région quand même, et voilà, parce qu'il y a quand même aussi, on voit bien qu'il y a des accords sur le nucléaire entre le Japon et la France, entre l'Inde et la France, entre le Japon et l'Inde. Bon, ça circule quand même tout ça là. Ouais. Non, en fait, ce que nous, on a trouvé, ce qu'on a voulu montrer dans ce documentaire, en fait, on voulait vraiment enquêter en amont de la vente d'une centrale, et non pas en aval après la catastrophe nucléaire possible, comme à Fukushima, pour comprendre pourquoi on vendait une centrale. Est-ce que c'était juste par besoin d'électricité? Est-ce qu'il y avait d'autres choses derrière? En fait, il y a énormément de choses derrière. C'est d'abord du business, tout simplement. Mm-hmm. Et c'est du business commercial, mais c'est aussi voilà, des positions géopolitiques et stratégiques faites par les États-Unis notamment, parce que l'Inde est quand même idéalement située face au Pakistan. Donc les États-Unis, après 34 ans d'embargo, se sont dit tiens, finalement, ce serait peut-être pas mal de se mettre l'Inde en allié. Et l'Inde a été finalement très maligne dans ce qu'elle voulait obtenir, parce que elle voulait continuer à développer son nucléaire, mais elle en avait plus, elle avait plus d'uranium, donc les pays occidentaux, comme ils avaient besoin d'un allié, ont dit oui à la commercialisation de nucléaire civil, alors qu'encore une fois, l'Inde n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Donc elle peut développer elle peut utiliser ses centrales civiles pour développer son programme militaire, sans qu'on le sache. Voilà. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas comment on peut voir le documentaire que tu as co-réalisé là, donc qui s'appelle Areva, A-R-E-V-A-H. Je ne sais pas s'il est disponible. Alors, pas encore. Pour l'instant, le documentaire, la version linéaire, il est en festival, il tourne et il attend un potentiel acheteur. Par contre, on peut voir le web documentaire qui est en ligne sur le site d'RFI. L'adresse c'est areva.rfi.fr. D'accord. Voilà, ça permet de se promener dans une espèce de centrale dessinée sur Internet, enfin imaginée, et de voir les interviews, des infographies, comprendre comment fonctionne un EPR, et tout comprendre, ou presque, sur le projet de Jaitapur. D'accord, très bien. Bah écoute, en tout cas, je vous conseille d'aller voir, et dès que le documentaire, j'espère qu'il sera acheté parce qu'il est vraiment formidable. C'est vraiment du super travail ce que vous avez fait. Mais nous, on va remercier Sidi à la technique, et puis vous dire dans 15 jours, et autrement, toutes nos émissions de radio depuis 4 ans sont disponibles sur notre blog Collectif Antinucléaire 13. Voilà, merci en tout cas. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.